Non, j'ai voulu essayer de faire une cascade nulle, débile, parce que c'est Mission Impossible, mais j'ai pas réussi, donc j'ai coupé au final. Voilà, parce que j'ai fait une critique de Mission Impossible, en fait. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle critique où je vais enfin parler du nouveau film, donc le 7ème film de la franchise de Mission Impossible, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, qui est sorti 5 ans après le Mission Impossible Fallout, que j'avais critiqué sur cette chaîne. C'était une de mes toutes premières critiques il y a 5 ans, donc c'est pour ça aussi que je tenais à faire cette critique. En plus d'avoir beaucoup aimé ce film-là, voilà, je vous ai spoilé, mais en plus d'avoir beaucoup aimé ce Dead Reckoning partie 1, c'est aussi parce que j'avais fait Fallout il y a 5 ans, c'était une de mes toutes premières critiques, hein, voilà, ça fait 5 ans que je fais des critiques, et je tenais aussi, pour le symbole, à en parler. Et d'ailleurs, c'est pas Mission Impossible 7, c'est pas le seul film qui a une suite 5 ans après et dont je vais parler. Voilà, souvenez-vous un peu des films que j'ai critiqués en 2018, pour ceux qui étaient là. Voilà, vous savez quelle suite de films je parlerai, dont je ferai la critique prochainement. Bon, pour l'instant, parlons aujourd'hui de Mission Impossible. Bon, alors je vais y aller cash, on va évacuer le truc dès le début. Ce n'est pas mon Mission Impossible préféré, et je trouve pas qu'il dépasse Mission Impossible Fallout, donc le 6, sorti en 2018, qui était mon Mission Impossible préféré, et qui est aussi celui qui a le mieux marché au box-office, puisqu'il a fait 790 millions de dollars au box-office mondial. C'est le Mission Impossible qui a le mieux marché, et je suis content, puisque c'est mon Mission Impossible préféré, c'est celui qui marche le plus au box-office, donc je suis très très content de ça. Mais ce Mission Impossible Dead Reckoning partie 1 ne le surpasse pas, mais c'est pas très grave, puisque ça reste quand même excellent. Après, ce qui fait aussi que j'avais aussi surkiffé Mission Impossible Fallout, c'était, pour parler de Fallout, c'était peut-être aussi en termes de scénario. Parce que Fallout, justement, était vraiment la suite de Rogue Nation, là où tous les autres Missions Impossibles étaient toujours des épisodes solo, tu vois, là le Fallout reprenait vraiment des éléments du 5 avec le personnage de Hillside, Solomon Lane, du 5 qui revenait, si on reprenait vraiment on parlait vraiment justement de l'organisation, le syndicat qui s'était radicalisé pour devenir les apôtres dans le 6, qui avait engendré cette menace nucléaire. Donc le 6 c'était vraiment pour le coup la suite du 5, quoi. Donc du coup le 5 et le 6, Rogue Nation et Fallout, c'est vraiment deux films ensemble, tu vois, puisqu'en plus Fallout, mais c'est impossible Fallout, Fallout en anglais ça veut dire les conséquences, donc le 6 c'est vraiment les conséquences du 5, quoi. Donc du coup au final ils ont appelé ce Mission Impossible Dead Reckoning partie 1 et partie 2, mais en fait Rogue Nation et Fallout, on peut dire aussi que c'est une partie 1 et une partie 2 d'une même histoire, quoi, puisque les films sont vraiment interconnectés, et le 6 c'est vraiment, comme le nom l'indique, Fallout, la conséquence, la suite du 5, quoi. Alors que justement avant dans les Missions Impossibles ils ont jamais fait ça. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai autant aimé Fallout, quoi. C'est justement en plus de la mise en scène, des scènes d'action et tout, c'est justement aussi pour le côté histoire, où on reprenait vraiment ce qui s'était passé dans le 5, où tu vois où pour le coup tu voyais vraiment les conséquences, les Fallout de ce qui s'était passé dans le 5. Donc c'est pour ça aussi, si ce Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, je l'ai moins aimé, parce qu'en fait, je crois en fait que ce Dead Reckoning partie 1, je l'aime autant que Rogue Nation, quoi. Parce que pour vous faire un classement, Fallout ça reste toujours pour moi mon préféré, le numéro 1. En deuxième, Protocol Fantôme, pour la mise en scène, pour la scène d'action dantesque et tout, et la mise en scène de Brad Bird. Et après, en troisième, justement, il y aurait pour moi Dead Reckoning partie 1 et Rogue Nation. Pour moi, je les mettrais... Rogue Nation, Dead Reckoning partie 1, je le mets vraiment au même niveau que Rogue Nation, quoi. Je les aime à peu près au même niveau. Et justement, c'est pour ça aussi que je l'ai pas autant aimé que Fallout, parce que c'est la première partie, quoi. Comme Rogue Nation était au final la première partie de Fallout, ce Dead Reckoning partie 1, justement, c'était le début de l'histoire. Et je pense que pour la partie 2, qui apparemment, normalement, devrait sortir l'année prochaine, en 2024, mais sera peut-être repoussé, pour la suite, pour la partie 2, là, ils vont vraiment balancer la purée, envoyer tout en termes d'action et tout, puisque apparemment, ce sera vu la fin du film, on sait à peu près ce qui va se passer dans le 2, mais en termes d'action, ça devrait vraiment y aller, quoi. Donc, la suite, la partie 2, promet d'être assez explosive comme Fallout, mais pour l'instant, cette partie 1 est un peu... faut dire, je trouve un peu
convenu, quoi. Bon, même si ce qu'ils font dans le film, c'est assez énorme, quoi, aussi, au vu aussi du budget. Le budget du film a coûté le film a coûté quasiment 300 millions de dollars, parce qu'à la fin, avec dans toute la scène d'action sur l'Orient Express, sur le train, bah, elle a été faite en vrai. Enfin, et ils ont construit un vrai train eux-mêmes, quoi. Ils ont vraiment construit un Orient Express qui pouvait rouler sur des vrais rails, et ils l'ont vraiment fait sauter, donc c'est pour ça que le film a coûté aussi cher. Après ça, tu vois pas vraiment l'intérêt aussi, quoi, puisque bah, au final, c'était peut-être pas nécessaire de le construire le train pour de vrai, quoi. Le faire avec des maquettes, ça aurait suffi, mais bon, ça c'est juste mon avis. Mais c'est pour ça que le film aussi a coûté aussi cher. Mais au final, malgré tout ça, je trouve justement que je le mets au même niveau que Rogue Nation, quoi. Je le trouve très bon dans la mise en scène, dans les scènes d'action, mais un peu plus convenu parce que c'est une partie 1, quoi. Et c'est pour ça aussi que j'attends aussi d'autant plus la partie 2 qui, comme Fallout, justement, qui étaient les conséquences de Rogue Nation. La partie 2 de Dead Reckoning, j'attends beaucoup et je serai dans la salle pour le voir parce que ça promet du lourd, quoi. Pour parler plus spécifiquement de ce qu'il y a dans le film, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il y a, j'ai beaucoup aimé aussi l'ambiance générale du film qui se veut beaucoup plus sombre et grave. Déjà on avait Fallout qui avait une ambiance très sombre, enfin un peu plus grave par rapport aux enjeux, il y avait vraiment cette atmosphère beaucoup plus sombre, quoi, où tu sentais qu'il y avait vraiment un truc grave qui allait se passer. Et là on retrouve la même atmosphère dans ce set, tu vois, même si c'est une première partie, tu sens vraiment pendant tout le film la tension parce que c'est dû à la menace de l'entité. Donc voilà, si vous avez vu le film, c'est une intelligence artificielle, c'était à la base un programme qui s'est développé et est devenu une conscience et une intelligence artificielle, et donc tu sens vraiment pendant tout le film ce côté de tension, ce côté angoisse, et le côté épée de Damoclès justement par rapport à l'intelligence artificielle, quoi. Ça se traduit par rapport au personnage de Gabriel qui j'ai beaucoup aimé ça dans le film, qui est un fantôme, puisque quand le personnage, donc le méchant, qui travaille entre guillemets pour l'intelligence artificielle et dans des endroits publics et est filmé par des caméras, et ben l'intelligence artificielle l'efface de toutes les caméras et de tous les enregistrements comme un fantôme, tu vois. Donc il y a vraiment ce côté-là aussi. Enfin, j'ai bien aimé ce petit truc de scénario parce que ça rajoute au côté angoisse, tu vois, où vraiment tu affrontes des fantômes et tout, et ce côté vraiment grave, lourd. Cette ambiance très pesante, très sombre, qu'on retrouve tout le film, et ça, un peu comme Fallout justement. Donc si la première partie est aussi sombre, j'imagine même pas ce que c'est pour la partie 2 niveau gravité, ça va être encore plus loin. Mais j'ai beaucoup aimé cette ambiance là dans le film. Et ça aussi c'est accompagné dans le film avec donc on retrouve ça pendant tout le scénario. J'ai pas bien explicité, mais j'ai donné un exemple, mais il y a aussi des exemples, par exemple, où les personnages vont discuter, où parce qu'ils vont se faire avoir par l'intelligence artificielle. Notamment t'as une scène justement où t'as Tom Cruise, il court et il communique toujours par rayette avec Benji et tout, et t'as une scène justement où je vous dis pas trop ce qui se passe, mais justement ils se font manipuler par l'intelligence artificielle. Et ça pour le coup j'ai beaucoup aimé, parce que justement ce genre de truc c'était très bien trouvé, parce qu'on l'a jamais vu avant, ce genre de choses dans la saga Mission Impossible. Et là pour le coup en voyant ça rajoute du stress et de la tension, et ça rajoute aussi le côté dangereux de l'entité, quoi. Tu te dis tu peux plus parler avec qui tu veux. C'est pour ça aussi que dans le film on voit les méchants, ils travaillent plus avec du numérique et des ordinateurs, mais ils ont créé une pièce, une salle entière avec que des trucs analogiques sans numérique, pour justement pas que l'entité les hack. Donc ça aussi, il y a tout ça dans le scénario, tous ces petits éléments qui sont mis en place et qui sont créés et qui créent vraiment cette atmosphère angoissante, pesante et vraiment grave, quoi, où tu te dis cette entité, il faut la trouver, il faut la choper, il faut que personne s'en empare, quoi. Tu sens vraiment les enjeux ultra graves et lourds, quoi, encore plus que dans Fallout. Alors que là c'est la partie 1, mais tu sens vraiment que c'est grave ce qui se passe, quoi. Et donc du coup moi j'ai beaucoup aimé cet aspect là, et on voit aussi qu'en termes de scénario et de mise en scène c'est très bien travaillé, parce que tu ressens vraiment la gravité des enjeux. Et tout ça aussi c'est bien accompagné par les scènes d'action qui sont justement, c'est ça aussi le côté un peu plus convenu dont je vous parlais, qui sont moins spectaculaires et moins impressionnantes que dans Fallout, mais justement parce que c'est une première partie, donc l'action démesurée, je pense qu'on retrouvera ça dans la partie 2, et aussi parce que la plupart des scènes d'action du film en fait sont des scènes de tension, hein. Rien que la scène début dans l'aéroport, il n'y a pas de grosses scènes d'action ou de grosses scènes de course-poursuite, c'est que de la tension, avec la bombe que Benji doit résoudre, avec la clé que doit retrouver Tom Cruise, avec la femme, donc la nouvelle femme qui vont essayer de suivre. Tout ça c'est que de la tension en fait. La seule vraie grosse scène d'action dans le film, c'est la course-poursuite à Rome, qui est très bien faite, et la scène à la fin où t'as le train qui s'écroule sur le pont, quoi. Mais c'est vraiment ça les seules scènes d'action de divertissement, parce que sinon en vrai les scènes d'action dans le film sont assez maigres, et tout le reste du film c'est que des scènes c'est beaucoup plus des scènes de tension en fait. Pareil la scène toutes les scènes dans le film, notamment les scènes en Italie.
Donc comme je disais, les séquences d'action en Italie sont vraiment très impressionnantes, hein, sauf celle qui est vraiment impressionnante, c'est la Rome où il va y avoir la course-poursuite et beaucoup de cascades qui va être très très bien. Sinon tout le reste c'est plutôt de l'action, de la tension, surtout à Venise, là. D'après tout ça restait vraiment extrêmement bien fait et moi j'ai beaucoup aimé tout ça. Bon alors après c'est vrai que personnellement j'aurais peut-être aussi préféré qu'il passe un petit peu plus de temps à Venise, hein, non pas que ce soit mal fait, hein, c'est très très bien fait. Hein. Mais après voilà, Venise, hein, c'est la ville de l'eau, hein, voilà, et c'est vrai qu'il passe quand même pas mal de temps à terre dans les scènes d'action, sur la terre et tout. J'aurais préféré un peu plus de temps sur l'eau et des scènes d'action un peu plus longues à Venise, mais après ça restait quand même excellent, ça restait très bien fait et on va pas s'en plaindre non plus. Et oui, j'ai pas fait de cascade, mais je suis allé à Venise. Bref. Et donc tout ça, au final, même si c'est pas spectaculaire, bah c'est ces scènes d'action, de tension, même jusqu'à la fin dans la scène de l'Orient Express avec quand la femme, justement, donc Grace, elle porte un masque, elle doit parler avec l'autre Eugene Kittredge. Même ça aussi, tout ça, c'est que de la tension au final. Mais au final, même si c'est pas de l'action ultra divertissante et spectaculaire, au final, ce côté de tension dans la mise en scène et dans les scènes d'action, bah, j'ai quand même bien aimé, quoi. Ça marchait bien, même à Venise, justement, quand t'as le combat, justement, tout le truc avec le combat sur le pont dans Venise, c'est pas le combat en lui-même qui est divertissant, c'est c'est la tension, tu vois, justement, c'est est-ce que la tension parce que Tom Cruise Ethan se fait manipuler par l'entité, et la tension aussi, c'est est-ce qu'il va réussir à arriver à temps, à trouver le bon chemin, donc c'est même ça aussi, toutes ces scènes-là marchaient beaucoup plus sur la tension que la scène était beaucoup plus centrée sur la tension avec Ethan Hunt que vraiment sur le combat sur le pont, et c'est comme ça pendant tout le film est beaucoup plus centré sur des scènes avec de la tension, comme Rogue Nation au final. Rogue Nation aussi, il y avait au final que une ou deux scènes de vraie action, et au final tout le film Rogue Nation était beaucoup plus basé sur de la tension, comme ce Dead Reckoning. Mais au final, même si c'est pas de l'action divertissante où ça pète de partout, au final moi j'aime bien aussi ça, ce genre de, ce style d'action beaucoup plus basé sur le suspense et la tension, et ça marchait bien quoi dans ce film là. Et comme j'ai dit, j'attends aussi beaucoup le 2, parce que c'est vraiment dans la partie 2 où ils vont voir l'action divertissante où ça pète. Mais au final, cette partie 1 beaucoup plus axée sur la tension et le suspense. Moi j'ai quand même bien aimé ça, et c'est vrai que ça change des Missions Impossibles, ça change de Fallout justement, qui était un gros défouloir d'action, et donc c'est bien avec cette suite de changer un petit peu le style et de se baser plus sur de la tension. Enfin, personnellement, moi j'aime bien ça, et au final j'ai bien aimé tout ce style et tout ce qui a été mis en place ici. Et voilà, c'était ma critique de Mission Impossible Dead Reckoning partie 1. Je vous invite évidemment très chaleureusement à aller voir le film en salle, hein, même si ma critique sort un peu en retard justement parce que j'étais à Venise. Le film est toujours en salle et j'irai le revoir, hein, donc je vous incite à aller voir le film en salle. Et je vous remercie évidemment aussi d'avoir regardé ma critique jusqu'au bout. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux si ça vous a plu, et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!